Voilà. Merci infiniment. Ah bah voilà. Bon. Merci infiniment pour cette invitation, merci pour cette présentation également, et merci d'accorder la parole aux sciences douces dans ce... Je suis les sciences douces en fait, dans ce panorama autour de l'intelligence artificielle, pour tenter de présenter quelques problématiques liées à la fois à mon sujet de recherche fondamentale, qui est celui de l'édition du corpus biblique médiéval, et aux problématiques de développement liées au fonctionnement aujourd'hui de l'épigraphie et de l'ancien français dans l'université, et qui se trouve au croisement des différentes disciplines intellectuelles. Alors peut-être pour commencer, voudrais-je simplement vous présenter une petite contribution, alors qui n'est pas de moi, j'aurais voulu dessiner comme ça, c'est de Paul Otlet dans les années 1900, entre 1930 et 1940, je crois que le dessin est daté de 35, mais c'est une datation approximative, et qui s'appelle Le travail intellectuel. Et donc voilà ce qu'écrit Paul Otlet en marge de son dessin en 1935, les choses du monde en A, connus par les sens en B et leurs instruments en B', donnent lieu au système des notions ou sciences et sont aménagés par la main droite dans la documentation, au moyen duquel il est agi par clavier, à distance, avec ou sans fil, sur les mêmes choses. Alors on est là peut-être au cœur d'une notion qui me semble essentielle lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, qui est celle du partage de la connaissance, des moyens d'agir sur la connaissance et du retour d'interaction sur le monde. Et Paul Otlet pressent ici quelque chose qui domine majoritairement dans notre conception du monde et de l'intelligence, à savoir la relation entre le faire et le penser, et ce moyen qui permet aux choses du monde d'être agies par l'intervention de l'intelligence. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, finalement, tel que j'en entends parler dans la précédente communication, et je remercie Guilhem d'avoir ouvert peut-être le débat, eh bien on ne se pose pas la question finalement de savoir si un ordinateur est capable de se faire passer pour un rat auprès des rats, ou de se faire passer pour une fourmi auprès des fourmis. Et il est entendu que par intelligence, nous ne pensons l'intelligence qu'en ce qu'elle nous valorise, nous autres, au summum d'une certaine forme de réflexion. C'est parce que nous nous voyons nous-mêmes comme étant en puissance, extrêmement puissants sur le monde à travers lequel nous agissons, que nous ne voyons l'intelligence que comme l'expression de cette intelligence que nous nous représentons. Mais il serait intéressant de voir si déjà un ordinateur ou une intelligence artificielle peut se faire passer pour une fourmi auprès des fourmis, pour un rat auprès des rats, et si finalement le rapport que nous avons, nous, avec la machine, n'est pas un rapport d'apprentissage nous-mêmes des méthodes de la machine. Moi, ce que j'apprécie, je prendrai 3 points simplement pour contribuer en préambule de cette petite conférence, que j'appelais Anacruz pour les guitaristes de la salle, ça leur parlera sans doute. Peut-être simplement rappeler que la meilleure façon de jouer aux échecs, les meilleures règles qui existent aujourd'hui, elles ont été définies par Bobby Fischer. Ça s'appelle les échecs aléatoires, et il dit que la meilleure façon de jouer aux échecs, pour savoir si quelqu'un est intelligent ou pas, eh bien, c'est de tirer au sort les pièces, le placement des pièces sur l'échiquier. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que ça nous rappelle qu'une machine aujourd'hui comme AlphaGo est capable d'envisager toutes les combinatoires possibles dans un temps qui nous est à nous complètement inaccessible, mais que la confrontation aux règles du jeu, elles n'appartiennent qu'à l'humain, car c'est l'humain qui définit les règles de placement des pièces dans un but ludique. Le deuxième petit point que je voudrais quand même rappeler quand on parle d'intelligence artificielle, c'est celui-ci, à savoir que si on accorde une prime à la condition humaine, alors le rapport démocratique républicain est possible. Mais que si on déplace la confiance dans quelque chose d'autre qui serait supérieur à l'humain parce qu'infaillible, comme peut l'être Dieu ou l'intelligence artificielle quand on la fantasme, alors finalement, on place la confiance dans le système ailleurs que dans l'humain. Et toute relation politique dans l'humain est décentrée dès lors dans une intelligence qui apparaît comme supérieure. Or, tout ça repose sur une grande imposture, qui est une imposture d'image, image au sens rhétorique de la chose. L'intelligence n'est intelligence que parce que nous savons, nous autres, parce que nous avons une préconnaissance de ce que c'est que l'intelligence. Dès lors que l'on comprend que l'intelligence artificielle ne fonctionne que comme une métaphore de la confiance que nous avons, nous, dans l'infaillibilité de ce qui nous échappe, que ce soit le progrès, l'intelligence, la dématérialisation, qui est une belle métaphore à l'œuvre. Qu'y a-t-il de plus matériel aujourd'hui qu'une ferme de serveurs connectés à Internet, à l'électricité, à la climatisation, etc., et à tous les réseaux envisageables? La dématérialisation est une chose extrêmement lourde et matérielle. On parle de bibliothèque virtuelle. C'est encore une belle métaphore, on parle de personnification, et la personnification de l'intelligence artificielle, c'est encore une fois dans le langage, bien plus que dans la machine. Et donc ne pas perdre de vue que cette question de l'intelligence artificielle nous confronte à une grande imposture, qui est une imposture de la langue. Alors, je vais en prendre un exemple, et je vais en prendre un exemple
de cette forme d'imposture qu'on appelle l'anastylose. Alors vous savez ce que c'est qu'une anastylose, j'en donnerai des exemples tout à l'heure, mais simplement pour montrer que derrière la question de la représentation de la connaissance et du partage des connaissances, un peu à la façon qu'avait Paul Otlet de le représenter tout à l'heure, eh bien se pose peut-être, en tout cas pour l'homme de lettres, la question de l'expression du sens, exprimée au sens que l'on donne à ça quand on presse un citron. Alors voilà quelques exemples de mon objet à moi, donc c'est la Bible historiale, c'est un texte de 1297 qui est un texte en ancien français et qui est grosso modo la Bible mainstream pour toute la période médiévale et qui va être republiée et imprimée plus de 40 fois entre 1500 et 1535. Donc ici, par exemple, on voit un exemple de l'intervention, non pas de l'auteur lui-même, non pas de le traducteur lui-même, mais du copiste, lorsque, par exemple, il fait ici figure de manque au moment de parler des testicules de Béhémoth. Le copiste s'abstient de mettre le mot testicule, mais il est évident que chacun d'entre nous le restitue parce qu'il connaît le texte qui est derrière. L'édition universitaire restitue le texte, et il y a besoin de recourir au texte latin, qui est comme en filigrane, en sous-bassement, en dessous du texte, comme étant le vrai sens qu'a le texte en ancien français. Ici, le copiste se tait, il fait taire le traducteur, Guillard Desmoulins, qui avait traduit le mot testicule, mais finalement, le vrai sens, c'est le mot latin qui est en dessous. Et tout se passe finalement dans une traduction comme la Bible historiale, comme si le vrai sens n'était accessible que parce qu'on a connaissance d'un sens antérieur, en filigrane, que l'on passe son temps à restituer. C'est tout l'enjeu de la traduction d'ailleurs, de jouer en permanence entre le tu et le dit, entre ce qui doit être dit parce qu'on le sait, et le texte latin est là pour nous le dire, et ce qui doit être tu parce que ça ne doit pas être dit dans un contexte chrétien. C'est l'exemple qui est donné ici au moment des paroles de Job où le traducteur dit « Eh bien écoutez, je vais m'arrêter de traduire, et ce ne fait mis aussi à translater pour les grands mystères qui sont tes paroles. Je vais me taire à cause des mystères qui sont dans les paroles et j'irai en avant et n'en parlerai pas. » Mais quel est le rôle même de la traduction si elle n'est pas là pour révéler les mystères auxquels le traducteur a accès parce que lui connaît le texte. Dès lors que le traducteur met en scène non pas sa capacité à comprendre le texte, mais le silence qu'il s'impose à cause des mystères qu'il connaît, on est dans ce jeu d'une révélation qui dit « Mon texte est bon, je le traduis parce que je sais, mais je ne peux pas te montrer ce que je sais parce que tu n'es pas au niveau. Alors pourquoi traduire ?» C'est exactement le même paradoxe pour l'intelligence. Je suis très intelligent, je suis tellement intelligent que c'est toi qui apprends les mots dont tu as besoin pour me parler, mais je ne te dirai pas tout ce que je sais, car les mystères de l'algorithme te sont inaccessibles. Dans mon texte, l'histoire est un enjeu fondamental. L'histoire annuelle, c'est une chose qui est faite en un an, calendaire qui est faite en un mois, etc. Il y a un enjeu historique qui confine à l'allégorie. Or, le traducteur dit ce que c'est que l'allégorie. L'allégorie est une parole obscure qui autre chose figure et signifie qu'elle ne dit. L'allégorie est une chose qui dit autre chose que ce qu'elle dit. Eh bien, c'est bien là l'enjeu même d'une traduction, que de révéler ce que le texte dit. Et le traducteur est pris dans cette tension en permanence entre l'allégorie qui dit quelque chose, mais en laisse entendre une autre, et la tropologie, qui est la figure que définit le traducteur comme étant la figure de la révélation du vrai sens. Quel est le curseur auquel doit s'arrêter le traducteur dans son travail de traduction? Est-ce qu'il doit traduire la parole avec le mystère qu'elle embarque? Doit-il révéler le sens du texte en allant au-delà de ce que le texte dit, transformant alors la traduction, par exemple, de l'Ancien Testament, et c'est moi les travaux sur tous les travaux de thèse, eh bien de montrer qu'il ne traduit pas, mais il traduit chrétiennement les textes de l'Ancien Testament en les traduisant non pas tels qu'ils devaient être, mais tels qu'un chrétien devait les comprendre, ce qui change naturellement la figure de l'allégorie, transformant tout le texte en une gigantesque tropologie. Des exemples de tropologie, je pourrais vous en donner, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Mais il s'agit simplement de montrer dans le texte les figures de prétérition qui mettent l'Ancien Testament en concordance avec le Nouveau Testament, et même au-delà, puisqu'il s'agit pour le traducteur d'expliquer, par exemple, tous les mystères de l'Ancien Testament. Il y a même des secrets dans ce texte, des dialogues avec les bougres, ou par exemple la révélation, alors qui par contre peut intéresser tout le monde, qui est le texte qui vient donc d'Exode 25:10. Cette arche avait de longueur 2 coudées et demi, elle avait aussi une largeur de coudées et demi, et nous entendons vraiment que ces coudées étaient coudées d'homme, si comme il appert encore en la cité de Rome, en l'hôtel Monseigneur Saint-Jean de Latran, en quel lieu on dit que l'arche est. Donc voilà, si vous cherchiez l'arche, vous la trouverez à Saint-Jean de Latran, et ça, c'est dit dans la Bible historiale, donc voilà, s'il y a Indiana Jones parmi nous, ça ira. Vous voyez que le texte a une problématique extrêmement pesante,
qui est à la fois une problématique de traduction, de traductologie et de représentation des sens à décoder à l'intérieur du texte. Eh bien, finalement, en travaillant sur le texte, on en arrive à l'idée que toute représentation du texte confine à l'anastylose. Qu'est-ce que c'est qu'une anastylose? C'est une figure d'archéologie qui consiste à représenter les archives de fouilles, les objets de fouilles, proprement comme on les a trouvés, mais mis en situation telle qu'on estime qu'il devait être dans le temps. C'est-à-dire qu'on donne à voir l'objet restitué à l'identique de ce qu'il devait être à l'origine, mais en laissant apparaître les travaux de réparation. Autrement dit, je mets en scène, mais je mets en scène aussi mon travail de restaurateur. Et tout le travail de l'anastylose oscille entre, d'un côté, l'étymologie, c'est-à-dire montrer le vrai, étymos en grec, ce qui est vrai, le discours sur le vrai, et en même temps sur l'archéologie, c'est-à-dire en arché, le commencement. Je montre l'origine et je montre le vrai. Je considère que les travaux que nous entreprenons tous sur l'intelligence artificielle, lorsque nous travaillons, nous, sur les textes, sur la représentation des bibliothèques virtuelles, nous travaillons sur des anastyloses, c'est-à-dire sur des objets reconstitués qui mettent le texte en situation tout en laissant apparaître, non pas l'objet tel qu'il était, mais le travail de restauration qui est l'intervenant sur le travail numérique. Alors je pourrais vous montrer un exemple de ce genre de choses qui me préoccupe particulièrement, c'est le travail que nous faisons sur l'identification automatique des mots sur le manuscrit. Alors pourquoi? Parce que la Bible historielle est un manuscrit qui a de nombreuses copies un peu partout en Europe. Il faudrait une armée de doctorants et on a très peu de budget pour travailler dessus. Donc ça serait bien qu'une intelligence artificielle nous aide un peu. Donc on a entrepris ce travail avec mon collègue Fabrice Issac dans notre labo à Paris 13 de mettre nos compétences techniques, vous voyez, sur l'identification des mots à l'intérieur d'une page manuscrite. Ce qui pose quand même pas mal de problèmes, parce que la page manuscrite, elle est très belle. Ces travaux, on les avait commencés au moment où on a publié avec les éditions des Saints-Pères le facsimilé de la Bible historiale. Donc d'ailleurs, vous pouvez me contacter tout de suite à la fin de la conférence pour acheter le facsimilé de la Bible historiale et me laisser le chèque si vous le souhaitez. Enfin, je compte sur vous. Voilà. Et on arrive difficilement, dans un manuscrit comme celui-là, à extraire les mots du texte. C'est un travail qui intéresse l'éditeur, parce que lorsque l'éditeur travaille sur le texte, sur le facsimilé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il fait une première couche d'extraction du texte lui-même, restaure le fond et réapplique le texte sur le fond qu'il a ainsi isolé. Ça intéresse évidemment le linguiste qui aimerait bien pouvoir passer un cran au-delà dans la reconnaissance de caractères et dans l'édition automatique. Beaucoup de travaux sont entrepris en ce moment dans ce sens-là. Mais nous avons réussi à obtenir pas mal de résultats, notamment avec une bibliothèque qui s'appelle CV2 pour l'identification des mots à l'intérieur du manuscrit. Et on voit ici que, par exemple, nos algos ont beaucoup de mal à distinguer ce qui est de l'ordre de la reliure, de la lettrine, de la lettre ou du caractère, et à faire le lien entre, vous voyez, ici les mots sont numérotés en statistique et en ordre, et à identifier, par exemple, ce qui est un mot, parce que tout simplement l'écriture reste malgré tout difficile à cerner. Et notre objet, à nous, c'est d'arriver non seulement à identifier, vous voyez ici des mots comme suivre, lifure, etc., sifure dans certains cas, pour arriver à proposer, vous voyez, une anastylose, c'est-à-dire une reconstitution du manuscrit automatiquement découpé et débarrassé du fond, pour proposer en quelque sorte, non pas une lecture, on n'en est pas encore capable, mais au moins proposer un détachement sur la base de motifs reconnus. L'idée qui est derrière, c'est d'arriver à proposer une série de modèles, de mots, qu'on va aligner avec les éditions qu'on a déjà entreprises avec différents collègues, pour permettre ensuite, éventuellement, une reconnaissance automatique sur la base de processus statistiques. Alors voilà, par exemple, un exemple d'anastylose, c'est-à-dire le découpage du texte, l'identification et le découpage en mots, sans être bien certain qu'il s'agit finalement d'une notion très pertinente pour le texte médiéval, et arriver à reconstituer le texte dans le fil de ce qu'il est. Ce travail-là relève d'une proposition en humanité numérique. Alors les humanités numériques, que je les définirai de la façon suivante, une discipline dont l'objet d'étude est à proprement parler le document numérique lui-même, éventuellement perçu comme un original second, et dont l'objectif est l'encyclopédisme numérique libre et partagé, en rupture avec les processus d'édition savante. Ici, je pense que ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est cette idée que le travail se fait sur un original second. C'est le cœur même de l'anastylose, c'est-à-dire non plus
une épigraphie métaphorique, je travaille sur le texte numérique comme si je travaillais véritablement sur le manuscrit, mais une proposition d'un travail sur l'objet numérique lui-même, prenant conscience de ce que c'est que l'objet. Et dans ce travail que nous faisons, on assiste à quelque chose alors qui peut sembler un peu forcé, mais quand même qui me semble assez efficace. Lorsque les premières Bibles, dont vous avez ici par exemple un exemple de 1476, donc ici à votre gauche, les premières Bibles imprimées ont été publiées, on se rend compte que les caractères, la mise en page, la typologie du texte adoptaient évidemment les codes du manuscrit médiéval. Tout simplement parce que le manuscrit médiéval était un objet d'une richesse et d'une complexité qui honorait son propriétaire et que le texte imprimé semblait moins digne, moins beau, moins riche. En reprenant les codes typographiques du texte manuscrit, l'ouvrage imprimé tentait de reprendre les usages qui connotaient métaphoriquement la valeur du texte original. Et finalement, on assiste aujourd'hui à une même forme d'imposture, à une même forme de supercherie. Lorsque vous réfléchissez bien aujourd'hui au nombre de lecteurs, par exemple dans Gallica, qui proposent des lectures par page où il faudrait tourner une page numérique, quand vous passez votre temps en fait à scroller, c'est-à-dire à dérouler le rouleau. Ça fait bien longtemps que le codex est mort et qu'on continue à vivre avec cette idée que le codex existe encore. Mais qui saura dans 20 ans ce qu'est un codex? Ça fait peur. Enfin, à moi. Enfin, à toi aussi. Donc on a, voilà. Alors vous voyez ici que, par exemple, les usages du texte numérique aujourd'hui reprennent cette tradition d'imposture qui consiste finalement à se substituer au texte de l'origine en subvertissant les usages. La page du codex se tournait, la page sur l'écran doit se tourner. La page autrefois se lisait in folio, la page numérique doit être in folio, de la même façon que les premières Bibles imprimées avec leur caractère typographique. Là, vous en avez l'exemple ici, vous voyez à partir de la 4e ligne, vous voyez le tilde et le titulus latin qui est repris dans la case d'imprimerie à l'image des travaux des copistes médiévaux. Avec une petite anecdote sur le display, mais je n'aurai pas le temps. Voilà. Or, finalement, lorsqu'on travaille sur le texte numérique, qui est l'entrée principale, je vous rappelle que tous les accès au texte et au sens du texte numérique ne se font qu'à travers le texte. C'est le texte qui est au cœur de tous les objets de l'aventure aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Les entrants sont du texte, tout est texte. Les textes que nous visualisons dans les bibliothèques virtuelles ne sont jamais que des représentations, elles-mêmes simplifiant des usages, le décimal, l'hexa, la ligne, autant d'objets qui finalement ne font que symboliser les états électriques de la chimie du silicium, qui est le seul véritable objet qui intéresse le chercheur en humanité numérique. L'objet de cette présentation est de rappeler simplement que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, lorsque l'on parle de partage des connaissances, lorsqu'on parle de bibliothèque virtuelle ou de texte numérique, il faut cesser de penser avec ses yeux. C'est pas parce que ça a la forme de l'intelligence que c'est une intelligence. C'est pas parce que ça ressemble à un texte que c'est un texte. Non, ce sont des états électriques de la chimie du silicium, ce sont des interrupteurs, ça a un coût, c'est chaud, ça pèse, et donc tout ça nous incite, une bonne fois pour toutes, à cesser de penser avec nos yeux pour avoir conscience d'une réalité réelle, une réalité profonde, qui est la nature bien étonnante de la connaissance que nous véhiculons dans sa matérialité. Alors cette aventure pourrait nous amener un peu plus loin. Je voudrais simplement, pour la partie qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la logique du web documentaire, montrer par exemple qu'aujourd'hui, cette virtualité du texte, et je conclurai sur ces objets-là, eh bien aujourd'hui, il nous montre qu'on a quand même franchi un pas dans l'objet du partage de connaissances. La logique du web documentaire traditionnel, qui est morte grosso modo avec Tim Berners-Lee dans les années 1994, ça passe ça? Bon, d'accord. Donc voilà, super. On avait finalement une relation, et ce qui vous explique pourquoi je vous parlais de Polotlet tout à l'heure, de la bibliographie, entre l'URL et le pré-documentaire métaphorique de la bibliothèque virtuelle qui est associé à une URL, un document. Dans les logiques que nous exploitons aujourd'hui, on cherche à travailler à partir d'une logique REST, qui est une philosophie du web beaucoup plus intéressante, qui permet d'associer à une requête URL non plus un document, mais un déclencheur d'algorithme. Un grand article de 1994 de Tim Berners-Lee, en fait, auquel je faisais allusion, et s'appelait en fait l'erreur 404, la fin du web. La grande angoisse de Tim Berners-Lee, c'était la disparition du texte numérique et l'erreur 404. Pour lutter contre ça, il a fallu créer des archivistes du web qui entretiennent en permanence des fichiers à jour de la bibliothèque du web. C'est la naissance des GAFA, à commencer par Google.
Dans une logique REST, vous n'associez plus à une URL un document, mais vous associez à une URL un algorithme qui lui-même s'appuie sur un ensemble de bases de données interopérables qui élargissent les rayons de la bibliothèque du web en donnant une dynamique profonde à cet objet nouveau qu'est le texte numérique dans sa matérialité, dans sa profondeur, dans sa coopération. Le texte sur lequel on travaille n'est donc plus le texte médiéval que je vous montrais tout à l'heure, le manuscrit, mais une forme de représentation étagée à 6 ou 7 niveaux, dont la profondeur est elle-même un objet d'étude pour le chercheur moderne qui doit s'intéresser sur ces procédés de représentation, de l'électrique au binaire, du binaire au décimal, du décimal à l'hexadécimal, de l'hexadécimal au glyphe, du glyphe au texte, du texte à sa représentation, de la représentation du texte à son encodage, de son encodage à son balisage, de son balisage à sa distribution à travers des bases de données interopérables. De ce point de vue-là, l'intelligence artificielle devient une forme de circulation, non pas un objet magique sur lequel on travaille, non pas un objet magique dont on dépend. Vous savez, c'est l'éternelle surprise. Oh, Google est super intelligent, je lui ai dit « allez, maison, rue Blanche » et il m'a trouvé la rue, alors qu'il est incapable de trouver si vous lui dites « tiens, je voudrais aller rue Blanche, s'il te plaît ». En fait, vous apprenez la langue de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle dont on parle, c'est pas cet objet magique-là, c'est plutôt cette stratification du partage des connaissances, qui a une matérialité, une profondeur, qui est en train de nous échapper si on ne se saisit pas tout de suite de cet objet-là. Voilà. Merci.